Pour expliquer la genèse donc, de Lichen Go, il faut remonter peut-être aussi, personnellement en tout cas, à mes débuts. Quand j'ai commencé à enseigner, j'étais dans une période où dans les programmes de lycée, mais aussi en collège, la dimension naturaliste était quasi inexistante. Donc c'était très biologie moléculaire, ADN, génétique. Et j'ai voulu vraiment remettre du sens naturaliste dans mon enseignement. Et donc j'ai trouvé des biais. Je ne pouvais pas travailler par exemple sur les champignons pour dire de travailler sur les champignons, ni sur les oiseaux non plus, parce qu'il n'y avait pas une partie du programme sur les oiseaux. En revanche, l'intérêt des lichens, c'est pourquoi je me suis penché là-dessus, c'est qu'on pouvait développer le côté développement durable, qualité de l'air, et donc trouver des biais pour pouvoir enseigner cette approche naturaliste avec les élèves. Ça nécessite aussi d'aller reconnaître les arbres, ensuite d'aller se pencher avec une loupe sur l'écorce, et j'ai trouvé que c'était une démarche intéressante. Donc je l'ai développé, moi, en collège, que ce soit en club nature, en atelier scientifique, et au lycée dans le cadre d'une partie de seconde qu'on appelle le thème au choix. Depuis, je le développe même complètement dans mes cours, en seconde, mais c'est en relation aussi avec les protocoles de sciences participatives qu'on a développés, et que Sébastien et Laure ont développés. Et donc, quelque chose qui m'intéressait et qui m'a permis avec les élèves de nouer aussi des relations particulières. J'ai des élèves qui me disaient plus tard je veux être lichénologue. Donc c'était quand on a ça, quand on est enseignant, c'est toujours une petite réussite. Alors comment je m'y suis mis au début, j'y connaissais absolument rien. J'ai fait forcément des études de biologie, géologie. Et j'ai fait en tout et pour tout dans cet enseignement 1 heure de TD sur les lichens. Donc j'y connaissais quasiment rien. Et j'ai commencé à mettre en relation avec des personnes un peu plus compétentes que moi, et j'ai commencé à prendre, je dirais, une quinzaine d'espèces. Et ça m'a suffi pour entamer un projet avec mes élèves où j'avais une avance finalement en connaissance de 15 espèces sur eux, c'est tout. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer des lichénologues de renom, donc certains d'entre vous les connaissent, je pense notamment à Jean-Pierre Gaverio, où j'ai vu quelques photos tout à l'heure, et puis Chantal Van Alwin, qui est une spécialiste française des lichens corticoles, qui est lilloise, et qui a vu ce que je faisais avec les élèves, et puis qui m'a fait rentrer de fil en aiguille à l'Association française de lichénologie, dont certains font partie aussi, puisque... Donc ça m'a permis alors, à ce moment-là forcément d'approfondir les connaissances. Je me suis depuis spécialisé sur les lichens marins. J'ai découvert entre deux une nouvelle espèce de lichen que j'ai dû nommer. Donc, elle s'appelle pour l'anecdote Caloplaca itiana. Un coup de chance, mais ça fait finalement partie des 3200 espèces lichens recensées en France dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une goutte d'eau, c'est sûr. Mais alors, on peut présenter la vidéo. Vous allez voir pour la plupart d'entre vous, que les séances que je mène avec les élèves ressemblent beaucoup à celles qu'on a vécues ensemble ce matin. Donc là, ce sont des élèves de seconde qui accueillent des élèves de troisième qui sont venus visiter le lycée. Et donc j'ai choisi cette séance sur les lichens parce que finalement, vous voyez que ça tourne vraiment bien. Et les élèves de seconde avaient pris en charge donc, dans chaque équipe des élèves de collège. Et ça a été un moyen de travailler la transition collège-lycée de façon assez sympathique, et ça a très bien marché. Donc ça, c'est la manière avec laquelle je travaille. Donc on commence par des séances en salle, et ensuite on va sur le terrain. Et j'ai commencé, avant qu'on mette en place ce protocole Lichen Go, j'ai commencé avec la méthode de Chantal Van Alwin, qui a passé sa thèse, mais là c'est de mémoire dans les années 70-80, en association avec Leron, qui est lichénologue également. Et donc, il existait une méthode anglaise d'évaluation de la qualité de l'air à partir des lichens. On a vu tout à l'heure une présentation historique qui part de Nylander, notamment avec ses observations à Paris. Et donc, il y avait une méthode anglaise. Et Chantal Van Alwin donc, a mis en place une méthode spécifique, on va dire française. Elle travaillait au Conservatoire de botanique de Bailleul. Et cette méthode était liée à la détermination des espèces de lichens, en sachant que ces espèces étaient indicatrices d'une qualité de l'air. Et donc, j'ai commencé avec ça. Mais il se trouve que, et on en a parlé un petit peu, c'était l'objet d'une question tout à l'heure, c'est que cette pollution, cette méthode permettait surtout d'évaluer une pollution au SO2. C'est-à-dire que lorsque l'indice de pollution était faible, c'est qu'on avait une forte pollution au dioxyde de soufre. Alors qu'en fait, depuis,
On a vu qu'il y avait une disparition tout à l'heure de la flore lichénique. Depuis, il y a eu une recolonisation, de nouveaux cortèges qui s'installent, ce ne sont plus les mêmes. Et ces espèces, je ne vais pas dire nouvelles, mais en tout cas abondantes actuellement, sont souvent des espèces nitrophiles, c'est-à-dire qu'elles vont profiter de la pollution azotée. Et donc la méthode a changé. Et il s'agit maintenant d'une méthode, on va dire, européenne, pour laquelle Chantal Van Almien a également participé, qui est encore en vigueur, qui est encore utilisée par des bureaux d'études ou bien par des associations. Cette méthode européenne, elle a dû faire l'objet d'un consensus entre lichénologues européens de différents horizons. Et elle est plutôt basée sur une évaluation quantitative de la flore lichénique, c'est-à-dire qu'on va compter, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, notre méthode d'ailleurs est inspirée de cette méthode européenne, on va déterminer le nombre de cases dans lesquelles chaque espèce de lichen est présente, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est une méthode quantitative, mais qui ne fait pas vraiment appel à l'information apportée par l'espèce. Alors moi ça me gênait un petit peu dans le sens où à la limite on n'a pas besoin de déterminer, il suffit à la limite de comptabiliser et on va avoir une idée de l'indice de pollution. Et donc moi je reviens à ma problématique qui est une problématique pédagogique. Ça me frustre un petit peu parce que j'aime bien quand même aller à la détermination avec les élèves. Et puis je pense qu'on va faire la transition avec... voilà donc là comment ça se passe. Bon ça c'est mon lycée. Et donc je proposais depuis, bon ça fait une dizaine d'années, que je propose également des stages dans mon académie où il s'agit de former les professeurs de SVT à la détermination des lichens, à la bioindication de la qualité de l'air. Je travaille aussi sur les milieux aquatiques aussi. Et donc j'essaye de diffuser un petit peu ces activités. Et donc là c'est avec un groupe de stagiaires dans mon lycée, donc on fait un petit peu la même chose, donc on fait du travail en laboratoire, on fait du terrain, avec comme idée que j'ai toujours eu un peu à l'esprit, c'était de généraliser les relevés et de refaire un peu une cartographie de la qualité de l'air, au moins à l'échelle de mon académie. Je précise quand même que c'est un travail qui avait été préalablement réalisé par un collègue, maintenant à la retraite, Jean-Pierre Gaverio, encore président de l'Association française de lichénologie. Donc ça, c'était un très beau travail, mais comme la méthode a changé, je me suis dit qu'on allait peut-être essayer de trouver... de redonner ce dynamisme pour évaluer la qualité de l'air à partir de travaux d'élèves. Et c'est là que je vais donner la parole à Sébastien et Laure. C'est qu'ici, bon, voilà donc un résultat de travail d'élèves. Donc cartographie ici du Nord-Pas-de-Calais. Donc mon lycée, c'est là où il y a des relevés. Là. Et j'ai un collègue, Nicolas Mal, avec qui je travaille depuis le début sur les lichens aussi, qui lui est enseignant à l'IUT à Boulogne-sur-Mer. Je précise aussi que l'espèce que j'ai découverte, on l'a découverte ensemble. Et il travaille donc moyen aussi de comparer les données. Là, c'est fait par des étudiants, ça c'est fait par mes lycéens. Et quand on clique sur une pastille, c'est un fichier KMZ ici, on va avoir les relevés réalisés par les élèves. Et puis un indice de pollution qui doit apparaître, qui apparaît tout en haut. Donc ça, c'est un travail d'élèves et on va pouvoir comparer de façon relative les données. Par exemple, voir l'impact de l'urbanisation sur la flore lichénique. Et donc, il y a combien d'années j'ai assisté en tant que... Voilà, j'ai eu comme mission de travailler sur la biodiversité dans mon académie et donc j'ai participé la première année donc, à la présentation des protocoles de sciences participatives de Viginature École. Et donc pour moi, ça a été un petit peu une révélation parce que je me suis vraiment dit que c'était des systèmes qui, s'ils n'existaient pas encore, il fallait vraiment en urgence les inventer. Et forcément, en voyant tous ces protocoles dont on va vous parler, je me suis mis en tête de faire quelque chose également sur les lichens et donc de proposer un protocole de sciences participatives sur les lichens. Et donc, je vous ai dit que je pouvais vous offrir mes services en matière de lichens, de clés de détermination, et c'est comme ça qu'on a commencé. Enfin, en tout cas, c'est mon entrée dans cette aventure. En parallèle des travaux de Marc dans son établissement et dans son académie, avec Laure, parce qu'on travaillait ensemble à l'époque, on a tenté d'adapter
dispositif Viginature. Donc Viginature, c'est un programme de sciences participatives qui est porté par le muséum, qui propose à des citoyens de collecter des données sur la biodiversité, de manière à avoir une information sur cette biodiversité et être capable justement de pouvoir voir, la suivre, est-ce qu'elle évolue positivement ou pas. Et donc nous, on a essayé à cette période de créer un dispositif qui permettait aux classes de travailler sur la biodiversité, de collecter des données et donc de pouvoir alimenter le travail de chercheurs. Notre idée, vraiment, c'était à la base, c'était vraiment de permettre aux élèves de contribuer à la recherche en alimentant les chercheurs en données sur la biodiversité. Donc à l'époque, on s'était fixé plusieurs objectifs. Le premier étant bien sûr la participation à la collecte de données. Le second, c'était aussi de permettre aux élèves, quel que soit leur âge, donc on avait vraiment une ambition d'aller, on l'a toujours d'ailleurs, d'aller de l'école maternelle au lycée. Alors bien sûr, les protocoles ne sont pas tous les mêmes, mais l'idée c'était vraiment de proposer des choses pour tous les élèves qui leur permettent de comprendre un petit peu la démarche scientifique, comprendre que finalement, quand il y a un résultat scientifique qui est publié, il y a des données qui sont derrière, en fait. Ce n'est pas l'avis d'un chercheur, mais c'est vraiment le fruit d'un travail qui est mûrement réfléchi, travaillé. Et l'autre objectif qui était important, c'était aussi permettre aux élèves de découvrir une biodiversité ordinaire et insoupçonnée. En gros, les amener à aller dans la cour d'école et observer pour découvrir finalement des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc typiquement, on s'intéresse à des groupes assez variés. Je crois que c'est le diapo d'après. Oui, donc on a des groupes très variés. Là, par exemple, on a mis les escargots. Typiquement, les gamins connaissent une espèce d'escargot, vous aussi peut-être, deux peut-être, et en fait, on en a beaucoup plus. En France, on a à peu près 300 espèces d'escargots. L'ambition, c'est vraiment pas de permettre aux élèves de connaître toute la biodiversité. L'objectif, c'est vraiment de leur permettre d'ouvrir les yeux et de découvrir que finalement, à côté de chez eux, il y a des choses très simples. Pour fonctionner, on s'est fixé des objectifs simples. C'était vraiment avoir des protocoles qui permettent de standardiser la collecte de données, un peu comme on le fait avec Likengo. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des protocoles qui soient simples à mettre en place, qui soient utiles aux chercheurs, et de permettre aussi aux élèves et aux enseignants d'avoir des outils de détermination simples. Là, typiquement, on vous a mis des choses... alors, j'ai mis des escargots parce que c'est un des plus simples. On a par exemple ici une fiche où, lorsqu'on l'imprime en A4, on a les escargots en taille réelle. Donc, les gamins n'ont plus qu'à comparer pour connaître le nom. Ou alors des choses que vous connaissez maintenant, les clés de détermination, comme on a fait pour Liken. Et donc, c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé sur Viginature École. On a commencé initialement avec 3 protocoles, sur les escargots, sur les insectes et sur les plantes. Et puis, on a élargi progressivement. Et donc, c'est justement en rencontrant Marc, dont il nous a parlé du protocole sur les lichens, on s'est dit que c'était quelque chose qui pouvait être sympa. Pour être très honnête, ça a pris du temps, parce que là, la clé de détermination que vous avez entre les mains, c'est le fruit d'une trentaine d'itérations. Je pense qu'il y a dû avoir une trentaine de clés différentes avant de réussir à aboutir à quelque chose qui était satisfaisant, à la fois en termes scientifiques, parce qu'au début, on était parti sur quelque chose de très simple. Laure vous en reparler après, si je me rappelle bien. De très simple. Après, on a voulu complexifier, mais peut-être trop. Enfin, l'idée, c'était vraiment que ça soit une clé qui soit utilisable de manière autonome, c'est-à-dire que vous puissiez vous auto-former avec ces outils. Et ce n'était pas forcément quelque chose de très simple. Donc voilà, et c'est donc comme ça qu'on est entré sur ces programmes de sciences participatives. Ouais, et du coup, juste pour illustrer, il y avait Marc qui avait filmé ses élèves en train de mettre en place des protocoles. Je crois qu'il y en a 3 de tête, il y a les insectes, les plantes et les oiseaux, non ? Cette zone du lycée n'est fauchée qu'une seule fois en automne depuis 2015. On cherche donc à savoir si ça a permis l'apparition de différentes espèces de fleurs. On détermine les différentes espèces de fleurs dans un cadre et on les prend en photo. Nous allons essayer pendant une vingtaine de minutes de prendre des espèces d'insectes posées sur une plante. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là on prend en photo des insectes, moi je prends en photo, Rémi schématise le tout et Lucas prend aussi en photo pour être sûr. D'accord. Et l'objectif c'est quoi ? De voir combien d'insectes se posent dans une durée de 20 minutes. Le résultat de nos recherches sera envoyé au Muséum de Paris. Plutôt celui-là. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir si le nombre d'espèces d'oiseaux a augmenté depuis les aménagements du lycée.
notamment les mangeoires, les nichoirs et les prairies fleuries. Alors ici, deux autres camarades regardent les espèces d'oiseaux, donc une avec les jumelles et l'autre avec la clé. Ensuite, nous enverrons les données au Muséum d'histoire naturelle à Paris et on fait ça sur une durée de 20 minutes. Donc du coup, il y avait l'envie de faire quelque chose sur les lichens, il y avait un peu le cadre avec Viginature École, mais peut-être pas encore complètement parce que dans Viginature École, on adaptait des programmes existants portés par le muséum et donc créer quelque chose de tout nouveau, ce n'était pas forcément dans nos missions à l'époque. Et donc, comme l'a dit Sébastien, moi je travaillais pour Viginature École et je suis arrivée ici à Sorbonne Université pour développer un observatoire participatif de l'environnement urbain sens large qui s'appelle Particité. Et là où il y avait tout à construire et que c'était précisément pour construire de nouveaux observatoires que j'avais été recrutée. Donc c'était parfait. Et les lichens en lien avec la qualité de l'air, on abordait l'environnement urbain d'une façon assez systémique et c'était parfait. Donc j'en ai parlé tout de suite à Sébastien et Marc et on s'est lancé. Donc juste pour revenir sur Particité, l'idée, on a en gros 3 axes pour développer des observatoires. Un qui concerne l'atmosphère urbaine, qui concerne donc la qualité de l'air, les nuisances sonores, le climat, la ville vivante. Donc là, tout ce qui est biodiversité, fonctionnement des écosystèmes, et vivre en ville, qui concerne du coup plutôt des aspects sociaux et qui concerne les humains qui vivent dans cette ville. Et Lichen Go, on pourrait même le mettre au milieu, il est un peu à l'interface de tout ça. Donc, ce qu'on s'était mis comme objectif au départ, c'est tester l'utilisation de ces lichens comme bioindicateur de la qualité de l'air en ville, mais aussi, tant qu'à faire, de collecter des données sur les lichens, comprendre aussi les autres paramètres environnementaux qui peuvent influencer leur distribution, en particulier en ville où on dirait que c'est un taxon qui est, enfin, si tant est que c'en est un, bref, c'est un groupe qui est peu étudié et encore moins en ville. Donc, on connaît très mal leur distribution. Donc, c'était les 2 objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, on y est vraiment allé, comme dit Marc, progressivement. La première étape, c'était tout simplement de tester l'intérêt du public. Quand on parle de lichen, est-ce que ça dit à tout un chacun de se lancer dans l'observation de ces organismes qu'ils ne connaissaient pas 5 minutes avant qu'on leur en parle, donc de se pencher sur des arbres en ville, comme ça, bon. Donc, on a testé avec différents publics, y compris des élèves. Bon, bien sûr, Marc l'avait déjà fait avec ses élèves, mais c'est un public un peu contraint. Donc, on l'a testé de manière un peu plus libre et on a été, donc là, à l'époque avec Gilles, on a été vraiment, enfin en tout cas moi, j'ai vraiment été surprise de l'accueil, effectivement, des gens à qui ils ne savaient pas ce que c'était qu'un lichen. Quand on arrivait, on leur expliquait, donc voilà, c'est une symbiose, etc. Il y a un petit côté fascinant quand même. Et puis après, on va sur le trottoir d'en face, on regarde avec la loupe, et là, c'est bon. Ils sont séduits. C'est tellement beau. Donc, on avait déjà cette première vérification faite. OK, on peut se lancer sur les lichens parce que ça plaît aux gens. Deuxième étape, produire un protocole. Et en gros, trouver le curseur entre un protocole qui va être très simple, mais où le risque, c'est dire qu'on a de la pollution moyenne partout, donc moins utile, et un protocole très compliqué. On plaçait notre curseur le plus compliqué à partir de la norme dont Marc a déjà parlé, où il faut déterminer à l'espèce très loin, enfin très précisément, sur 5 arbres, en observant les 4 faces d'un arbre. Là, on se doutait qu'on aurait assez peu de monde partant pour s'investir autant. Donc l'idée, c'est de trouver où est-ce qu'on met entre les deux. Et donc en 2017, on a proposé une phase de test en région lyonnaise, avec un petit focus sur la ville de Villeurbanne, et avec, à l'époque, la FRAPNA Rhône, qui est maintenant FNE-Rhône, donc qui nous a soutenus et qui nous a aidés à mettre en place cette phase de test. Donc à l'époque, le protocole qu'on proposait et qui était ouvert à discussion avec ces gens qui étaient partants pour se lancer dans l'aventure, il ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a pu faire ce matin et à ce que vous connaissez. Donc on cherche 3 arbres, bien droits, espacés de plus de 2 mètres les uns des autres.
Donc en ville, on fait exprès d'être vague sur le en ville, parce que le protocole, on peut le mettre en place du cœur de la métropole jusqu'à un hameau. En fait, le seul endroit où on ne peut pas le mettre en place, c'est en forêt, parce qu'on n'aurait pas des cortèges licheniques les mêmes que dans la clé, donc ce ne serait pas comparable au reste. Donc on se met pas sous une branche qui est plus basse que 2 mètres, ça vous en avez peut-être déjà discuté, mais c'est parce que ça modifie l'écoulement de l'eau le long du tronc. Et on positionne la grille à 1 mètre du sol. Donc la différence par rapport à ce qui existe maintenant, c'est qu'à l'époque, on demandait de repérer la face a priori, la face la plus riche en lichen, donc celle où il y avait le plus d'espèces différentes. Donc on inventoriait cette face et après les 2 faces latérales. Donc ça faisait une face de moins, ça on gagnait quand même du temps. Et par contre, oui, ce qui n'est pas très visible, c'est qu'on ne demandait pas de déterminer les espèces. De toute façon, on n'avait pas encore fait la clé. On demandait juste de distinguer les espèces les unes des autres, donc en les décrivant avec des petits mots-clés à soi. Donc, on a récupéré après des fiches, c'était sympa. On avait salade verte, chewing-gum, voilà. Un jour, il faudrait qu'on analyse le champ lexical utilisé. Donc, on avait juste le nombre d'espèces et le morphotype, donc crustacés, foliacés ou fruticuleux. Et on avait fait une petite liste d'une dizaine d'espèces avec des fiches de reconnaissance. Donc, les gens pouvaient essayer de donner un nom aux espèces qu'ils avaient devant les yeux, mais ce n'était pas obligatoire. Voilà. Donc, cette campagne de test, donc on l'a menée en région lyonnaise avec des bénévoles qui ont fait des inventaires auprès des stations de mesure Atmora, et en Ile-de-France en interne, où c'est principalement Gilles qui a fait les relevés. Donc ça, je vous en avais parlé. Donc les objectifs, là, à ce moment-là, c'était de stabiliser le protocole, un peu de le mettre à l'épreuve du public et de voir ce qu'il fallait changer. Et on voulait, donc, parmi les questions qu'on se posait, c'est est-ce que c'est nécessaire d'inventorier 3 faces? Est-ce qu'une seule, ça ne suffirait pas? Voilà. Et est-ce que donc, dénombrer ce nombre d'espèces, ça apporte plus d'infos que de regarder juste les morphotypes? Comme je parle 2 fois dans l'après-midi, je ne sais plus ce que j'ai mis dans quel PowerPoint. Et donc, les résultats, ce sera plutôt pour la suite. Mais ce qui est ressorti de cette campagne, c'est que ne pas mettre de nom d'espèces, c'était très frustrant pour les gens. Et même si c'était rigolo de les décrire, en fait, quand on s'implique dans un protocole qui a quand même une vocation naturaliste, ben, on a envie de savoir ce qu'on regarde. Et donc, rester à cet état où la détermination n'était pas obligatoire, ça ne pouvait pas être durable pour Lichen Go. Et ce qui est ressorti des analyses, c'est que la qualité de l'air, ça joue bien entendu, mais il y a aussi plein d'autres facteurs comme l'humidité relative, la densité de population, donc des autres pressions humaines en fait, qui jouent sur la présence de ces lichens. Donc du coup, on s'est lancé dans la conception de cette clé qui nous a bien occupés, mais qui était vraiment très chouette comme travail à faire. Donc on a cette nouvelle version du protocole avec une clé de détermination. Et donc ce qui est ressorti, c'est que trouver la face la plus riche en lichen, a priori, c'est très difficile en fait. Et donc c'est subjectif d'un observateur à l'autre, on ne va pas forcément trouver la même face. Et en plus, ça met un doute. En fait, quand on est tout seul face à son arbre, on se dit « Ah, mais est-ce que c'est celle-là » Enfin, finalement, on perd du temps et un peu confiance dans ce qu'on va produire, donc c'est inutile. Et ce qu'on s'est dit dans un premier temps, pour l'instant, on va rester sur les 4 faces comme le protocole européen. Et donc, on perd un peu plus de temps puisqu'il y a une 4e face à inventorier, mais souvent c'est la face où il n'y avait rien en fait. Donc bon, l'un dans l'autre, on devrait peut-être s'en sortir. Donc voilà, ça c'est le nouveaux outils, la clé, nouveaux protocoles. Et donc depuis cette année, dans le cadre d'un partenariat avec l'association Tela Botanica, donc un projet qui s'appelle Auprès de mon arbre, qui fédère les projets de sciences participatives autour de l'arbre. Donc Tela a pu développer une interface de saisie qui est bien plus ergonomique que celle qu'on avait précédemment. Et puis aussi
plein d'autres outils autour de cette interface de saisie. Donc il y a un forum, certains d'entre vous le connaissent bien déjà, qui est associé à une mailing list. Donc on peut communiquer entre nous, entre observateurs, si jamais l'équipe n'est pas assez réactive. En fait, vous allez plus vite que nous parfois. Et donc il y a un wiki qui est en cours de formation, de production, qui va permettre de lister un peu les questions les plus fréquentes, les petites astuces sur le terrain, etc. Et autre intérêt, c'est que donc il y a un autre projet de sciences participatives qui a vu le jour là au printemps, qui s'appelle Streets, pour le suivi des pieds d'arbres, de la flore des pieds d'arbres. Et ce qui est pratique, c'est que si jamais vous voulez participer aux deux, vous pouvez saisir vos données en même temps. Donc on gagne du temps, on n'a pas besoin de décrire les arbres X fois. Et ça, c'est pratique. Et voilà, je crois que j'ai fini.